Guerre au Soudan, première visite inédite des experts de l'ONU à Port-Soudan. L'ONU vient évaluer la situation sur le terrain et rencontrer les autorités nationales concernant la décision 1591 sur le Darfour. Les détails dans un instant. Escalade des tensions au Liban, au moins 30 morts dans des raids israéliens ciblant la région Dakar. Entre-temps, le Hezbollah intensifie ses attaques vers la Galilée. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan, il y a plus d'un an et demi, le groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déplacé à Port-Soudan. Une visite de 3 jours qui vise à examiner la situation sur le terrain, explique l'agence de presse officielle SUNA. Les experts devraient rencontrer les instances nationales chargées de l'application de la décision 1591 de 2005 de l'ONU relative à la situation au Darfour. La guerre au Soudan oppose les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Adam Daglodi MT à l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan. Le Conseil souverain soudanais présidé de facto par le général al-Burhan a affirmé que toutes les facilités nécessaires sont fournies au groupe d'experts pour qu'il mène à bien sa mission. Le groupe d'experts a commencé son travail en rencontrant les membres de la coordination nationale soudanaise chargée de suivre l'application de la décision 1591 de l'ONU. Cette coordination dépend de la haute commission de suivi de l'application de cette décision dirigée par le général Ibrahim Jaber. Selon un communiqué du Conseil souverain, les membres de la coordination ont mis le groupe d'experts au courant des crimes et des exactions étendues commises par les forces de soutien rapide envers les civils, et cela dans les différents États du Darfour, comme d'ailleurs au Soudan. La résolution 1591 avait placé des personnes et des entités non gouvernementales au Darfour, comme les Janjaouites, sous embargo sur les armes. Cet embargo comprend l'assistance ou les formations militaires que des pays tiers pourraient fournir aux combattants du Darfour. Un comité de 15 membres du Conseil de sécurité est chargé de suivre l'application de cette décision. Vendredi dernier, le 8 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé l'ajout à la liste des sanctions propres à la résolution 1591 de 2 responsables militaires des forces de soutien rapide. Il s'agit de 2 chefs de division au Darfour, Abdel Rahman Jouma Bakala et Osman Mohamed Hamid Mohamed. Leurs avoirs sont désormais gelés et ils sont interdits de voyager. Au procès de l'affaire Martinez-Zogo, du nom de l'animateur vedette de la radio Amplitude FM, assassiné en janvier 2023 à Yaoundé, le tribunal militaire a rejeté ce lundi 11 novembre toutes les exceptions soulevées par les avocats de la défense au cours des dernières audiences avant de requalifier certaines infractions retenues contre les accusés. L'audience a duré moins d'1 heure, juste le temps pour le juge militaire de rejeter les exceptions soulevées par la défense, notamment des vices de procédure, à l'instar de perquisitions sans mandat à des heures indues et sans procès-verbaux. Celui-ci les a jugés précoces et infondés, à la suite de quoi les avocats des principaux accusés ont annoncé qu'il allait interjecter appel de cette décision. La Cour s'est également appuyée sur ce qu'elle qualifie de simples erreurs matérielles suite à des omissions observées dans l'ordonnance de renvoi d'octobre dernier pour requalifier unilatéralement certaines inculpations retenues contre les accusés. Jean-Pierre Amongou Belinga, patron du groupe de presse privé L'Anecdote, et Léopold Maxime Eko, ex-directeur de la direction de la recherche extérieure, sont tous deux désormais poursuivis pour les infractions de complicité de torture. C'est une décision qui nous tombe sur la tête, a réagi Maître N'Djana N'Djana, l'avocat de Maxime Eko. Quant à Justin Danoué, le patron du commando suspecté d'avoir enlevé, torturé Martinez Zogo, il est aujourd'hui accusé de complicité d'arrestation et de séquestration, complicité de torture, complicité d'assassinat et violation des consignes. Depuis que je suis avocat, c'est la première fois que je vois rectifier une ordonnance de renvoi. Pour moi, c'est spécial, a pour sa part condamné son avocat, Maître Mbouni. Le procès a été renvoyé au 2 décembre pour l'ouverture des débats sur le fond.
La date du sommet entre la Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique qui s'est tenue lundi 11 novembre à Riyad n'a pas été choisie au hasard. Mohammed Ben Salman a profité de l'événement pour donner le pouls du monde arabe à l'Occident, mais surtout pour faire une piqûre de rappel aux États-Unis sur fond d'une potentielle normalisation des relations avec Israël. Un grand sommet en urgence entre la Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique s'est tenu lundi en Arabie saoudite. Plus de 70 représentants sont venus discuter des guerres en cours qui opposent Israël avec la bande de Gaza et le Liban, rapporte notre correspondant à Riyad, Joseph Cloman. Une occasion pour l'Arabie saoudite de donner le point de vue du monde musulman à l'Occident. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a d'ailleurs profité de cette tribune à domicile pour parler des génocides et des massacres commis. Selon lui, à l'encontre des peuples palestiniens et libanais, donnant le ton du sommet vis-à-vis d'Israël. Nous appelons la communauté internationale à tenir ses responsabilités en faisant respecter la paix et la sécurité, en arrêtant l'agression israélienne à l'encontre de nos frères du Palestine et du Liban. Une occasion également de rebondir sur le calendrier politique américain. Le timing est très important, explique Hasni Abidi du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, au micro de Nicolas Falaise. Mohammed Ben Salman ayant appelé à ce sommet pendant la campagne électorale, il voulait envoyer un message clair aux futurs locataires de la Maison Blanche en disant que le monde arabe et le monde musulman ont aussi un cahier des charges et il faut que les États-Unis les écoutent. Vers une normalisation des relations Arabie Saoudite-Israël sous le mandat Trump, reste que si les discours saoudiens demeurent hostiles à l'Israël, le pays sunnite pourrait bien passer du côté de la normalisation des relations avec l'État hébreu. Je pense que l'Arabie saoudite était prête à la normalisation sous la présidence américaine de Joe Biden. Les événements du 7 octobre en ont décidé autrement, poursuit Hasni Abidi. Brutalement interpellé dans la soirée du vendredi 9 novembre dans un hôtel de Bamako, Terence Olowan, le PDG de la compagnie australienne Resolute, propriétaire d'une mine d'or au Mali, a été placé en garde à vue à la brigade du pôle économique en compagnie de 2 de ses collaborateurs expatriés. Au cœur de l'affaire, un litige financier avec les autorités maliennes. Le PDG et 2 cadres de la compagnie aurifère australienne Resolute, propriétaire de la mine d'or de Siama, dans le sud-ouest du Mali, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient à Bamako pour discuter des litiges en cours avec les autorités, a confirmé l'entreprise d'image 10 novembre. Terence Olowan et son groupe sont accusés de faux présumés et d'atteinte aux biens publics. Il s'agit d'une affaire des gros sous, confie de son côté à RFI une source proche de l'enquête. Resolute doit beaucoup d'argent à l'État malien et ses pratiques commerciales sont tout sauf orthodoxes, précise encore celle-ci. La junte malienne inflexible, s'il n'hésite pas à se défendre devant les enquêteurs, Terence et ses 2 collaborateurs avec lesquels il a été placé en garde à vue, ne souhaitent cependant pas pour le moment se fâcher avec le pouvoir malien. Selon un document officiel résulté par RFI, la compagnie australienne serait prête à faire un effort pour régler une partie de la somme colossale que lui réclament les autorités maliennes. Resolute s'emploie à trouver avec le gouvernement malien un accord qui garantisse l'avenir à long terme, la mine d'or de Siama. En même temps, sa priorité absolue reste la sécurité et le bien-être de ses employés, affirme l'entreprise qui précise aussi que ses cadres bénéficient du soutien des ambassades et consulats du Royaume-Uni et d'autres pays présents au Mali. Reste que si aucun consensus n'est trouvé entre les 2 parties, les 3 hauts responsables des Resolute risquent d'être inculpés, d'autant plus que la junte au pouvoir reste pour le moment inflexible. Resolute détient actuellement 80% de parts de la société propriétaire de la mine d'or de Siama. Les 20% restants sont entre les mains de l'État malien.
Au moins 30 personnes ont été tuées lundi au Liban dans des raids aériens israéliens selon des chiffres officiels. Les frappes ont visé pour la première fois la région de Akkar, à l'extrême nord du pays, près de la Syrie. Le Hezbollah, de son côté, intensifié ses tirs de roquettes et de missiles qui ont couvert une grande partie de la Galilée jusqu'à la périphérie de la ville d'Haïfa, à 40 km de la frontière. Plus une région n'est sûre au Liban, avec le ciblage lundi soir de la région de Akkar, limitrophe de la Syrie dans le nord du pays. C'est maintenant toute la géographie libanaise qui est plongée dans la guerre. Dans la seule journée de lundi, au moins 30 personnes ont été tuées à travers le pays, rapporte RFI. Un raid aérien israélien a visé une maison dans une localité à majorité sunnite qui accueillait une trentaine de déplacés chiites en provenance du sud. L'aviation de l'État hébreu a également lourdement bombardé des dizaines de localités dans le sud du Liban, où un nouvel ordre d'évacuation a frappé 21 villages. Ces raids ont fait de nombreuses victimes parmi les habitants restés sur place, malgré l'intensité des bombardements. Le Hezbollah a de son côté tiré sur le nord d'Israël plus de 250 roquettes et missiles lourds, un record depuis le début de l'offensive terrestre israélien le 1er octobre, et ce, sans compter les escadrons de drones d'attaque. Le mouvement a revendiqué 22 opérations militaires sur la journée de lundi. Les régions de Safat, Acre, Haïfa, où est concentrée la majorité des habitants du nord d'Israël, étaient lundi dans une viseur du parti chiite. Le Hezbollah a tiré des salves de roquettes à partir de villages libanais frontaliers censés avoir été sécurisés et nettoyés par l'armée israélienne après 45 jours d'offensive terrestre. Dans le même temps, le ministre israélien des Affaires étrangères a évoqué lundi certains progrès en vue d'un cessez-le-feu au Liban. Gideon Sar, interrogé sur les perspectives d'une telle trêve, a ajouté travailler sur le sujet avec les Américains. Une perspective que son collègue à la défense Israël Katz a un peu plus tard exclue avant la capitalisation du mouvement islamiste Hezbollah. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.